Bienvenue. C'est le sujet du moment, ce premier revirement jurisprudentiel de la Cour Diogbenou. Le COS Lépi Yawedeo doit mettre fin à ses activités le 30 juin prochain, le contre-pied d'une décision de la Cour Olo qui donnait jusqu'au 30 novembre prochain à ce même COS Lépi. Un revirement qui agite déjà la classe politique, l'opposition notamment. Gustave Sono nous donnera son opinion sur le sujet. Lui, donc, ancien ministre de Boni-Yayi, il est notre invité. Il nous fera également part de sa lecture du code électoral actuellement en étude au Parlement, le code pénal et bien d'autres sujets. Bonjour, Gustave Sono. Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour, monsieur Tchoublé ou bien Tchoublé. Joël Tchoublé. Cette émission, c'est avec vous, évidemment, Joël Tchoublé. Bonjour. Bonjour, Vigile avancé, Gustave Dépôt, Sono, bonjour. Bonjour. Le jeudi dernier, la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Diogbenou a écourté le mandat de l'actuel COS Lépi. Comment appréciez-vous cette décision? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier les auditeurs. Et comme vous êtes en synchronisation avec Sika TV également. Bon, c'est prévisible, hein, il faut avouer que c'est un peu déplorable, c'est tout. Mais c'était prévisible. Lorsque vous lisez l'article, je crois, 13 de la loi sur l'identification des personnes, en son alinéa 2... La loi sur le RAVIP, c'est plus connu comme ça. Bon, d'accord. On dit la production des données nominatives, personnelles et biométriques à mettre à la disposition de l'organe désigné par la loi pour l'établissement de la dite liste électorale. C'est depuis ce moment que moi je me suis dit de façon indirecte le COS Lépi devrait disparaître, n'est plus reconnu. Je dis indirect parce que le COS Lépi existant, et tout le monde sait que c'est lui qui est en charge de l'établissement de cette Lépi. Pourquoi ne pas spécifier expressément dans le document? Malheureusement, la Cour, bon, ça l'a échappé certainement, n'a pas notifié, aurait pu peut-être attirer l'attention pour dire tiens, il y a quelque chose qui croche et déclarer que qu'on se conforme. La Cour Olo s'est laissée piéger. Oui. C'est depuis ce moment que moi, j'avais la lecture que progressivement, on va tendre vers la suppression du COS Lépi. Donc, bon, ce qui est quand même souhaitable par toute la classe politique, ça, il n'y avait pas de problème. Parce que la Lépi, quoi qu'on dise, est maintenue. Et ce qui est recommandé par les différents cours, c'est que toutes les élections doivent s'organiser autour avec la Lépi. Donc ça, c'est reconnu, il n'y a pas de problème. Donc c'est en ce temps que je disais à la classe politique, le combat à faire, et déjà comment faire pour être impliqué de façon consensuelle, déjà dans l'établissement de tout ce qui va se faire. Donc honnêtement, en ce moment, la Cour, l'ancienne mandature, aurait pu déjà imposer peut-être la notion minorité-majorité pour pouvoir contrôler l'élaboration du RAVIP. Et ça allait faire tête toute polémique et puis on serait... Maintenant, je dis que c'était prévisible. Donc pour moi, c'était vraiment prévisible. Surtout qu'à l'installation, d'abord, la Cour a fait l'injonction. Parce que les députés, je crois que ils l'ont expliqué sur vos micros pour se justifier. Ils ont dit, bon, non seulement ça revient un peu cher, mais ce n'était pas une année électorale. Donc, il fallait, pour économiser, je crois, il y avait ces raisons qui étaient données. Donc, il n'y avait pas de blocage institutionnel. Mais malgré ça, la Cour a appliqué ces règles de régulation et a demandé que le Parlement désigne expressément. Le Parlement ne s'est pas exécuté dans les délais. Maintenant, c'est intervenu, je crois, en avril, en mai. En mai. Oui, bon, moi, en ce temps-là, je disais, ça aurait été plus sage, plus simple que on attend le 1er juillet. Malheureusement, au cours de l'installation, il était dit que le délai légal était de 6 mois, alors que le délai légal, c'était de 7 mois.
Donc, il y avait déjà des choses qui clochaient. Moi, j'avais appelé, je crois, le professeur Prince Aboudjan. Serge Prince Aboudjan. Et il m'avait dit non, que lui-même a remarqué et il a saisi la Cour. La Cour, en rendant sa décision, a réaffirmé les 6 mois et a fixé aux 30. Bon, je fais partie de ceux qui n'aiment pas qu'on critique les décisions de la Cour. Donc, moi, je me suis dit, on se prie et puis on avance. Alors, est-ce la Cour donc Diogbénou, qui a réparé les choses, qui a remis les choses à leur place aujourd'hui? Outre le plan que vous voyez venir? Non, pas nécessairement le plan. Non, vous avez dit que c'était prévisible. C'était prévisible. Bien sûr. Et ça veut dire qu'il a d'autres actes qui vont suivre pour rétablir le RAVIP. Officiellement, le RAVIP n'est pas encore la liste. Non, le RAVIP, là, c'est un faux problème qu'on fasse autour du RAVIP. Vous ne voyez pas le lien entre le RAVIP et la LEPI? Le lien existait depuis. Puisque c'est dit dans l'article 13. Le RAVIP reconnaît la LEPI. Non, c'est un faux problème. Écoutez, vous désignez je crois, le COS LEPI. Le COS LEPI, c'est composé de 11 membres. Et qui sont des acteurs politiques. Et qui viennent superviser. Je dis superviser. Même pas eux qui établissent. Non, ils viennent superviser. Vous pensez qu'ils vont faire quel travail pour impacter techniquement ce qui est déjà fait? Alors que ANT, qui est chargé, l'organe chargé de triturer là-bas tous les jours et de réaliser, vous n'avez pas agi sur ça. Ça, c'est sur le principe de l'existence même du COS LEPI. Oui. Mais vous avez souligné tantôt donc certaines anomalies, même si vous n'aimez pas, dites-vous, critiquer les décisions de la Cour, certaines anomalies de la Cour Olo, bien sûr. Est-ce que Diogbénou a bien fait, sa Cour a bien fait de rétablir les choses aujourd'hui, oui ou non? Non, je ne dirais pas oui ou non. Je dirais plutôt oui et je dirais encore non. Pour la simple raison que... Non. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai dit que c'est regrettable parce que j'aurais aimé que l'institution soit considérée comme une institution et que les erreurs passées soient assumées, que ceux qui sont là. Comme un fétiche? Oui. Non, soient assumées et qu'on voit comment il faut progressivement corriger. Vu sur ce temps, vous comprenez que... Même si ça ne cadre pas avec la loi. Et on a dit que notre Constitution a reconnu que seule la Cour fait la lecture de la Constitution et l'interprète. Et après son interprétation, tout le monde se prie. Donc par rapport à ça, moi j'estime qu'il faut aller progressivement et assumer les erreurs du passé. On ne doit pas voir telle personne qui était là, etc. Donc par rapport à ça, je suis un peu gêné par le revirement. Maintenant, comme je suis en train de vous le dire, le revirement aussi se justifie là maintenant parce que, comme je le disais, le délai de 6 mois, ce n'est nulle part. Et l'installation, ce n'est pas... mais on était déjà dans une anomalie. Ce n'était que la régulation, c'était une solution de crise, non? Non, on régule lorsque vraiment il y a crise. Il n'avait pas de problème? Non, il n'y avait pas de problème. Donc, on n'avait pas installé le COS LEPI et il n'y avait pas de problème, tout le monde pouvait passer. Oui, et non, c'est-à-dire que ça avait un impact politique. Ça n'avait pas un impact sur... Mais c'était annonciateur de gros problèmes si on ne faisait rien, non? Mais pourquoi en l'État on a laissé passer la loi sur le RAVIP? Donc, c'est déjà en ce moment. Vous voyez, la classe politique aujourd'hui a un gros problème. Lorsqu'on dit démocratie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les lois. Et pour voter les lois, c'est avec une majorité. Lorsque vous vous retrouvez totalement en minorité, ce qu'il faut faire, c'est de faire le lobbying qu'il faut pour que désormais les décisions soient prises un peu par consensuel. Et ça, c'est un rapport de force. Et sinon, on va continuer à subir ce qu'on a l'habitude de dire, la dictature de la majorité, et qui est légale. Est-ce que les autres ont posé un acte qui est totalement contraire? Non. Mais c'est que tout le monde a fait la fixation sur le COS LEPI, comme je vous l'ai dit, qui n'apporte pas tellement une valeur ajoutée. Oubliant qu'on doit faire la fixation sur la LEPI. Mais comment on obtient cette LEPI? Je vous ai dit, l'ANT qui gère la base, quand le COS est installé,
Mais c'est l'ANT qui va mettre cette base à la disposition du COSLEPI. Oui, mais Gustave Sono, oui. Est-ce pour ça qu'il faut imposer donc une liste alors que la LEPI, comme vous dites, est d'abord consensuelle? L'entente de toute la classe politique. Pour le moment, personne n'impose encore une liste. Vous avez dit que le COSLEPI, c'est fini. Oui. Le COSLEPI, je vous dis de façon indirecte, c'était fini depuis. Et que désormais, c'est donc l'article 13 de cette loi-là sur le RAVIP qui aura cours. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit depuis la promulgation de la loi sur le RAVIP, c'est que de façon indirecte, le COSLEPI... Janvier, Yaoundéou et CP n'ont pas pu encore confectionner une liste. Oui. Avec quelle liste on irait alors aux élections? Non, la Cour a dit que le délai légal, c'est du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante. Donc, on attend le 1er juillet. À votre avis, quand vous suivez bien, il n'y a pas de COSLEPI à partir du 1er juillet prochain? Non, il doit y avoir. Même si c'est sur là, même si pour le moment, ce n'est pas... Parce que ce n'est pas encore légalement supprimé. Alors, vous pensez que les parlementaires ont le temps matériel qu'il faut pour le faire? Ne pas installer le premier, ils peuvent l'installer, je crois, dans le mois. En tout cas... mais ça va encore violer la loi une fois encore. Malheureusement. Mais pour le moment, je crois que les parlementaires sont maintenant mis à l'épreuve et ils doivent véritablement... Moi, depuis ce moment-là... Est-ce que vous les voyez dans cette logique? Est-ce que ce qui s'est passé à la Cour jeudi dernier est un acte isolé? Non, si on suit tout ce qui se faisait avant, ce n'est pas totalement isolé, parce que moi, j'ai dit, quand les députés ont décidé de se conformer à l'injonction de la Cour, j'avais dit vraiment, tel que c'est tellement hors délai, c'est un peu bizarre. Alors, vous dites que ce n'est pas un acte isolé, alors la décision profite à qui? La décision profite à qui? La décision, le problème, comme je vous le dis, si vous suivez correctement, nous avons une majorité. Cette majorité a décidé d'accompagner le gouvernement. Et dans cette volonté, le gouvernement a décidé de moderniser un peu un certain nombre de choses. Donc, de façon progressive, vous avez vu l'article 13 dit l'organe qui sera désigné par la loi. Ça veut dire que s'il n'y a pas un organe qui n'est pas désigné, bon, on garde le statu quo. Mais je dis, l'organe désigné qui sera désigné par la loi, cet organe existe. Pourquoi ne pas le spécifier là? Donc, c'est depuis ce moment que je me suis dit, nous faisons un faux combat avec COSLEPI. On devait faire un combat avec du passé, c'est une erreur passée, comme vous avez dit. Mais jusque-là, comment appelle-t-on? La minorité continue de se focaliser sur le COSLEPI. Donc, depuis ce moment, moi, je disais, comme il est dit qu'on peut extraire du RAVIP la liste pouvant nous servir à aller aux élections, c'est en ce moment qu'il fallait... Ce n'est pas la règle non plus. On peut, c'est une éventualité. Mais, et vous avez suivi la communication autour du RAVIP, un outil de développement au départ? Mais bien sûr, c'est un outil de développement. Moi, j'avais dit, bon, si on devrait... prendre ça normalement, si j'étais à la place du gouvernement, j'allais même isoler tous les politiques. Mais malheureusement, la classe politique d'alors a estimé que... Oui, mais si vous isolez tous les politiques, après, vous ne pouvez pas vous en servir comme outil politique. Mais justement, ce sont ces débats qui ont conduit le gouvernement à faire un peu ce qu'il a fait. Et on a dit, bon, il faut un représentant par groupe parlementaire, alors que les groupes parlementaires, la minorité n'a fait que 2. Et les autres, je crois, ça doit faire 6 à peu près. Donc, conséquence, la règle du consensus dont je parle, la minorité devrait se battre par rapport à ça. Parce qu'en 2011, c'est ce que les autres ont fait. Elle devait se retirer du jeu? Non. Et boycotter les assises? Non, jamais. La politique de la ville ne profite jamais. Je suis en train de dire, par exemple, en 2011, qu'est-ce que la minorité d'alors a eu à faire? C'est arrangé pour s'imposer pour que on raisonne en termes de minorité, de majorité. Et de ce fait, que la représentativité soit plus ou moins égalitaire. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé la formule 5-4.
pour faire le RAVIP, moi j'ai dit, j'aurais aimé que on adopte le même schéma. Là, on allait faire taire. Mais, Gustave Sonneau, après des mois, c'est facile de dire ce que vous dites. Est-ce que même en ce temps-là, vous saviez que le RAVIP allait être une liste qui pouvait donc nous conduire aux élections? Mais à l'adoption du RAVIP, bien entendu, de la loi sur le RAVIP. Le test l'a dit. Ce que vous ignorez, c'est que le test l'a dit. Oui, mais c'est une éventualité, c'est une exception. La règle, c'est la LEPI, non? Mais la base, une base là, hein? Non, mes chers amis, une base c'est quoi? Une base, c'est un ensemble de données. Et l'organe technique qui élabore cette base, c'est l'ANT. Vous n'avez rien dit, l'ANT a coopéré avec RAVIP. Et c'est l'ANT qui détient encore la base. Vous ne savez pas. Et puis, on met en place un COS-LEPI. COS-LEPI qui vient maintenant en tant que superviseur. Vous dites que de toutes les façons, les différentes cours ont indiqué la LEPI comme liste unique devant ces deux élections. Mais est-ce que lorsqu'on ajouterait une liste extraite du RAVIP pour ajouter donc à la liste, à la LEPI, est-ce que ce serait toujours la LEPI originelle? Ça pose problème? Attends, qu'est-ce qu'on va appeler l'EPI originel ou là? Donc, c'est-à-dire que faisons un combat autour de la LEPI, d'une liste consensuelle. Et que la minorité se donne des moyens pour pouvoir contrôler. Est-ce qu'aujourd'hui le RAVIP est consensuel? Et au départ, le RAVIP c'est considéré comme un outil de développement, donc ça veut dire que c'est une initiative gouvernementale. Le mot consensus aussi, c'est aussi une situation que nous devons clarifier dans les pays africains pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que nous mettons dans le consensus? Le consensus, ce n'est pas l'unanimité. À votre avis? Non, c'est un mot, pour le moment, entouré tellement de mythes, vraiment, c'est suffisamment ambigu. Vous voyez, on a l'habitude de dire qu'on a obtenu le consensus en 1990 à la conférence nationale. Mais vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment-là, le seul parti qui s'opposait au PRPB, c'était par exemple le PCB. Et le PCB n'a pas été exclu, mais c'est exclu de cette conférence nationale. Mais pourtant, on parle de consensus. Et ça a été un consensus de la classe politique. On estime que les forces vives, toutes les obédiences sociales et politiques étaient représentées à cette Vous avez dit on estime. Donc, moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que, et d'abord, c'est une faiblesse de nos constitutions africaines, parce qu'on a calqué, les constitutions africaines sont calquées sur le modèle européen, etc. C'est qu'en Afrique, à côté de l'autorité publique, on a toujours une autorité morale. Vous allez chez moi, dans le plateau d'Abomey, et dans chaque localité, dans chaque village, etc., vous avez une autorité politique et une autorité morale. Si vous avez le chef de village, vous avez ce que nous avons l'habitude d'appeler DA, qui règle les différends. Nos constitutions n'ont pas prévu ça. C'est-à-dire que lorsque, malgré l'installation de la Cour constitutionnelle, etc., qui devait réguler les institutions, si on arrivait que ça bloque, que rien ne marche là, on devait aller voir le DA. Il faut recourir à qui? La seule solution que tout le monde, on ne commence pas à prôner, c'est quoi? Le peuple n'a qu'à prendre ses responsabilités, non? Est-ce que indéfiniment, on serait amené à descendre dans la rue et renverser le pouvoir et recommencer? Mais pensez-vous qu'il n'y a pas cette autorité morale? Non, au vu des développements de l'actualité. Actuellement, malheureusement. On a vu la crise passée, on a vu le clergé, les forces constituées de la nation qui sont allées quand même, qui sont invitées dans la crise. Si vraiment il y a quelque chose qui ronge mon cœur, c'est malheureusement cette situation. C'est-à-dire actuellement au Bénin, chacun est rangé dans un camp et ça ne profite pas vraiment au pays, malheureusement. Donc, par exemple, j'aurais aimé que les anciens chefs d'État qui sont encore en vie puissent considérer des recours, mais vous comprenez que par rapport aux différentes positions, ils sont ciblés. Et les responsables, les pouvoirs qui sont en place, n'auront plus totalement confiance en eux.
Or, ça choque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au début du mandat, il y a eu quelque chose qu'on a appelé l'accord d'Abidjan. On en est où? Le président Soglo a quand même des relations et qui pouvaient faire jouer pour faire apaiser un peu la situation. Bon, mais malheureusement, on s'éloigne tous les jours. Moi, c'est depuis 2016 que je prévoyais cette crise et j'avais l'habitude de dire il faut qu'on aille à la pacification du pays. Vous pensez qu'avec cette décision de la Cour, c'est une crise qui est ainsi ouverte? Ah oui, c'est une crise puisque, comme je l'ai dit, le souhait aurait été que la Cour endosse les erreurs du passé et voir dans quelle mesure corriger de manière à ce que ça n'impacte pas trop négativement sur la population. Gustave Sonon, parlons concrètement des choses. Il y a un projet donc de code électoral en étude aujourd'hui à l'Assemblée nationale et quand on lit bien ce code-là, le prochain code, il n'a pas trace effectivement du COS-LEPI. Vous qui avez été député parlementaire quand même pendant quelques mois, si je me trompe, est-ce que vous pensez que les députés, au vu des intérêts des uns des autres, aujourd'hui, seront à même d'adopter, donc d'accompagner le pouvoir dans cette logique qui se dessine? De toute façon, le pouvoir a une majorité confortable. La majorité, c'est l'addition des individualités à l'Assemblée? Bien sûr. Et des intérêts? Le plus important, si vraiment la minorité souhaite à ce que cette décision soit prise en compte, c'est faire le lobby nécessaire, faire la pression d'une autre manière, de manière à ce que la règle du consensus puisse prévaloir. S'il n'y a pas ça, il y aura le dictat de la majorité. Parce que on peut toujours trouver des justificatifs pour tout ce qui est écrit. Et si on passe au vote, bon, ça passera, malheureusement. Mais la minorité parle. Oui, vous savez, il y a plusieurs manières de parler. Mais si je suis en erreur, tu viens, tu cries sur moi. Nous sommes des pères de famille. Si vous allez à la maison et votre enfant a commis une bêtise, vous criez sur lui, il va vous regarder, il va dire, mon papa, là, c'est toujours ce qu'il a l'habitude de faire. Ça veut dire que ce n'est pas éducatif. Donc, il y a plusieurs manières de parler. Ils savent. Tous ceux qui sont là, je dis, ils savent. Moi, ce que je dis, je tiens compte de ma petite expérience que j'ai eu à faire en tant que ministre chargé des relations avec les institutions. Et c'était pratiquement la même situation quand j'ai été nommé et j'ai pris service le 22 août 2014. C'était tous les mercredis rouges, une fois par semaine. Et Cotonou était toujours en ébullition. Il y avait la plateforme qui était formée, qui a même une similitude avec FSP. Et je me suis dit, mais ce que j'entends par-ci, par-là, je me pose la question si nous sommes véritablement dans le même pays. C'est vrai, les choses ne marchent pas comme tout le monde aurait souhaité, mais la façon dont les problèmes se posent, ça fait que pour trouver les solutions, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai l'habitude de dire que les défis sont temporels. Les défis que les dirigeants ont eu à faire face en 2006 ou 2011, etc., ce ne sont pas les mêmes défis qu'en 2016 et ça ne va pas être les mêmes défis en 2021. De ce fait, j'ai tiré le son que apparemment les gens font du bruit et ne s'écoutent pas. En fait, c'est ça le problème. On crie. Bon, c'est-à-dire que si je pose un acte... On en vient encore à cette institution d'art pour reprendre. Malheureusement, l'autorité morale. Non, oui, l'autorité. Malheureusement, moi, à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, écoutez, je vais rencontrer cette plateforme-là. Mais dans mon cabinet, vous savez, les gens vont dire, non, le ministre là, il ne comprend rien. On va le sauter. Nous, là, question politique, je dis, mais vous êtes dans un ministère chargé des relations avec les institutions et il y a cette crise et vous dites que vous n'allez pas prendre. Et à l'époque, l'issue des élections, c'était vraiment... Personne ne pouvait prévoir l'issue des élections. Le code était promulgué le 25 novembre 2013. Très peu connu des acteurs politiques eux-mêmes. La Sénat était installée. On avait une COS-LEPI fortement politisée parce que tous les membres étaient
devrait être naturellement candidat. Mais n'oubliez pas que ce COS était au départ, comme on a l'habitude de le dire, de la mouvance, mais ce sont des hommes qui a gardé la liste comme un instrument de chantage. Je ne cède pas. Conséquent, j'ai dit au chef de l'État qu'il faut accéder à la demande. Je suis convaincu qu'on va commencer par se parler. Parce que le bénévole africain fâché, il faut l'écouter. Et dans un dialogue franc qu'on va trouver. Ça n'a pas été facile, on a démarré. On a fait 15 jours. Ça n'a pas abouti non plus. Non, ça n'a pas abouti, mais c'est que ça a revalisé le terrain pour la cour qui a pu faire cela. On peut dire que ça a pu être stratégique. Mais ça ne pouvait pas être autre chose. Non, ne pensez pas que c'est nécessairement le président de la République, parce que c'était même pas. Moi, je lui ai proposé ça. Et ça a été même rejeté au niveau de la mouvance. Tout simplement parce que, vous voyez par exemple, j'ai pris 8 membres de l'opposition, 8 membres de la mouvance à l'époque, ça faisait 16. J'ai choisi des personnalités anciens ministres pour la plupart, et 4 pour former un comité, je crois que ça fait 20, plus ou moins, mais ça fait 21, pour former un comité qui devrait se charger de réfléchir sur cette notion de consensus, sur le minimum qu'il faut pour qu'on aille s'asseoir et qu'on définisse le terrain. Mais vous savez, la première journée, j'ai eu première question préjudicielle et j'ai suspendu les travaux pour 1 heure de temps. On a repris 4 heures de temps après. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Moi, en désignant les gens de façon paritaire, j'ai constaté que j'avais 16 personnes, je crois, 15 personnes d'un côté et 6 de l'autre côté. Vous étiez loin du consensus ou vous déjà? Non, j'étais loin, pas du consensus. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, si on devrait faire aboutir les choses par vote, vous comprenez, on est battu. C'est-à-dire que c'était l'opposition qui était majoritaire. Conséquent, j'ai fait adopter un règlement intérieur pour dire toutes les décisions ici seront prises par consensus. Mais, malheureusement, nous avons fait 2 semaines pour écrire 2 pages. Et il ne restait que la signature le 2 janvier. Le consensus a un prix. Oui, malheureusement, c'est ça le problème. C'est pourquoi je dis qu'à tête reposée, il faudrait que peut-être l'Union africaine, l'ONU, etc., aide les pays africains à trouver cette formule de manière à ce qu'on n'ait plus nécessairement recours à la violence avant d'obtenir la tenance éventuellement. C'est mon souhait. Et à votre avis, quel bénéfice voyez-vous après le 1er juillet prochain, lorsque il sera consacré que ce COSLEPI est parti et qu'il n'y a pas un remplaçant, que la solution qui s'en va s'imposer petitement est inévitablement le RAVIP? Dans tous les cas, je suis contre la violence. Bon, je suis contre la violence et c'est pourquoi je dis qu'on la Cour a mis le Parlement devant ses responsabilités. Donc, c'est au Parlement d'agir. Bon, le chef de l'État a une majorité confortable. Si le chef de l'État, je veux dire le gouvernement, se retrouve entièrement dans la décision du COSLEPI, que le Parlement, la majorité, décision de la Cour, oui, que la majorité parlementaire l'accompagne rapidement pour stabiliser le pays, c'est tout. En faisant quoi? Non, en faisant quoi? Si c'est le COS... En accélérant le vote sur le code électoral ou en honnêtement, un autre COSLEPI? Honnêtement, je pars toujours sur la loi sur le RAVIP. En son temps, tous les hommes politiques que j'ai eu à rencontrer, j'ai eu à dire, ayons le courage de prendre nos responsabilités. Mais ça, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette situation que maintenant, vous là, c'est ça ce que je dis. C'est ça, c'est qu'on ait le courage avec la majorité parlementaire, la minorité, pour dire oui, c'est toujours COSLEPI. On installe 1er juillet. Le Parlement est capable de le faire. Ils sont en session.
Alors, Gustave Depossono, nous parlons donc du code électoral qui est en étude, bien, qui sera donc en étude. Et à cet effet, il y a un séminaire parlementaire qui a été organisé le 14 juin à Cotonou afin d'appréhender les insuffisances du code électoral et de dégager les grandes lignes pouvant faire l'objet de révision pour l'élaboration d'une proposition de réforme pertinente et inclusive. Est-ce que vous avez été convié à cette séance-là? Non, je n'ai pas été convié. Vous avez été élu député dans la 24e circonscription, sous la bannière FCBE, vous avez été ancien ministre, donc un acteur politique non moins négligeable. Oui, bon, peut-être que si on devrait m'inviter, ça devrait être au titre certainement des anciens ministres chargés des relations avec les institutions. Ben, je n'ai reçu aucune invitation. Mais retenez que je n'appartiens à aucune formation politique à l'heure actuelle. Cette réunion, ce séminaire, c'était, comme vous le disiez tantôt, déjà un chemin vers le consensus. C'était pour établir le consensus justement autour du nouveau code électoral. Pensez-vous que c'est vraiment cela, ce qui s'est passé? Non, il faut avouer que ce qui s'est passé, c'est un peu dans la précipitation. Ça s'est déroulé en une journée. Mais c'est déjà un mérite. Il faut d'abord les féliciter parce que le débat était ouvert. Bon, c'est grâce à ça que nous avons commencé par opiner là-dessus. Mon souhait, c'est qu'ils prennent en compte toutes les critiques, tout ce que les sachants, ceux qui ont eu à frotter un peu avec les différentes lois électorales, etc., qu'ils en tiennent compte. Mais, je continue encore de le dire, c'est que la minorité doit revoir un peu sa stratégie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les jeux de coulisses, il faut négocier, il faut pour que... Est-ce que vous recommandez? Oui, fortement. Je recommande fortement. Et je sais que au sein de la majorité parlementaire, au sein de la classe politique, ces ressources existent, ils l'on veut vraiment. Parce que moi, comme je vous le disais, quand j'avais commencé mes contacts en 2014, j'ai rencontré tous les grands hommes politiques. Vous allez noter que véritablement, il n'y a rien qui divise, que on ne s'écoute pas. Et tout simplement, les uns et les autres estiment qu'il y a manque de considération. Mais de l'autre côté, c'est que l'homme politique ne pose aucun acte isolé. Tout acte qu'un homme politique pose, et si vous n'êtes pas initié, vous allez faire vos commentaires comme ça. C'est pour ça que vous allez constater que rapidement, la minorité sort pour dire, ah non, derrière ça, voilà ceci. Non, de cette façon, ça radicalise davantage la prise de position. Du moment où, comme je vous le dis, pour faire passer les lois, c'est la règle de la majorité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les constituants ont estimé que, avant de réviser, bon voilà les différents étapes. Vous comprenez que si on n'avait pas mis ces différents verrous, donc peut-être que notre loi fondamentale aurait déjà connu des révisions à la sauvette à tout moment. Donc, c'est pour dire que il faut revoir aujourd'hui la stratégie. Parce que les défis sont, comme je le dis, c'est temporel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris le pouvoir il y a 10 ans et quelqu'un qui prend le pouvoir aujourd'hui, vous ne faites pas face aux mêmes défis. Mais on a constaté que les gens pensent qu'il faut poser pour régler les problèmes les mêmes solutions qu'on a eu à faire l'année dernière. Non. Quelle est la solution déjà aujourd'hui? L'opposition ne montre aucune solution juste là, non? Oui, c'est ça. Ça dit que l'opposition... non, moi je vais simplement demander aux anciens présidents et puis les autorités morales. Vous avez dit qu'ils n'ont plus la légitimité, ces anciens présidents. Non, ils peuvent reprendre la légitimité. Dans le dialogue, ils peuvent répondre. Dans le dialogue, je dis, ils peuvent reprendre. Tout simplement. Et ils seront encore crédibles? Bien sûr. Vous pensez? Bien sûr. C'est-à-dire que si chacun abandonne ses égos, tout va redevenir à la normale. On l'a fait.
On l'a fait. Et beaucoup ont joué. On y a fait des jeux de coulisses. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu la paix en 2014, 2015. Et ça nous a permis d'aller aux élections. Moi, je souhaite vivement, je souhaite vraiment que vraiment les différentes autorités, on a encore la chance que beaucoup sont encore en vie. Je veux parler du professeur Albert Tevoitre, je veux parler du président Bruno Mousso que je n'entends plus. Et ce sont des sages, des personnalités. On a la chance que tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, depuis 1991, sont dans ce Parlement. Bon, normalement, c'est un avantage. C'est un avantage, mais rien ne peut s'obtenir dans le bruit actuellement. Le bruit, on peut le laisser. Je suis entièrement d'accord. On peut le laisser à des manifestations où, bon, s'il y a des sujets qui fâchent, les gens peuvent s'organiser et le faire. Mais à côté du bruit, on doit reprendre. S'il y a des choses qui nous dépassent, on doit, je dis, le président Soglo peut mettre en branle ses relations. Il a beaucoup de relations internationales. Je suis convaincu, c'est le bruit, les attaques de part et d'autre qui radicalisent la situation. Et si on n'y prend pas garde, de plus en plus, on va vivre cette situation jusqu'en 2000. Parce que, voilà, on dit, nous sommes en démocratie. On élit un président pour 5 ans. Lui, il a la légitimité. Le président Talon, il est là jusqu'au soir du 5 avril 2021. Quels que soient les bruits que vous aurez à faire, bon, il est obligé de faire cela. Donc, le bruit seul, le bruit ne règle même pas les problèmes. Je suis convaincu aujourd'hui que quand chacun va abandonner ses égos, tout va revenir à la normale. Oui, Gustave Despossonon, c'est vrai que vous formulez, vous faites donc des souhaits, mais la tension est loin de s'estomper, puisque à ces assises-là, je parle donc du séminaire parlementaire, le PCB par exemple a formulé des critiques, et il semblerait que, je tiens là l'expression de leur communiqué, que ces critiques-là ont été considérées comme des critiques minoritaires, des réserves minoritaires. Non, cette conférence a pour objectif, je crois, d'informer le peuple et de recueillir des avis. Parce que c'est maintenant que le débat commence. C'est ce qu'on a encore joué. Et cette critique, si je dis dans une démocratie, lorsque vous êtes en minorité, la démarche, c'est d'abord faire profil bas. 2, utiliser toutes vos relations de manière à faire accepter par la majorité que les décisions soient prises par consensus. Il faut faire ce combat et l'obtenir. Sinon, bon, bonjour les dégâts, il n'y a rien à faire. Dites-nous, est-ce que l'Assemblée devrait se limiter donc à cette initiative de l'hôtel Azalaï et donc sur le chemin de l'adoption de cette loi? Non. Bon. Est-ce que les négociations avec les acteurs politiques, tous ceux qui sont concernés par ce code, ça devait s'arrêter là? Non, et on pourra vous dire oui, non, parce qu'on pouvait envoyer, c'est une loi ordinaire, même si c'est un code. Ça pouvait être étudié librement par les députés sans recourir. C'est compte tenu des enjeux. Ce n'est pas n'importe quelle loi. Oui, on parle du code électoral. Je suis entièrement d'accord. C'est compte tenu des enjeux que on souhaite une démarche participative au Parlement. Et ça, ce n'est qu'un souhait. Mais si vous venez crier sur eux pour dire, bon, vous devez, bon, ils vont se ranger. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pareil à la maison. Même nos comportements. Vous ne pouvez pas aller à la maison maintenant. Est-ce un cadeau que les députés font en concertant donc les acteurs politiques? Non, ce n'est pas affaire de cadeau. Mais je dis, ils sont des représentants du peuple. Vous les avez élus. Ils ont leur mandat jusqu'au... Ils ne sont pas le peuple. Ils ont un pouvoir délégataire. Limité dans le temps. Et ils sont dans le temps. Vous attendez l'échéance pour retirer. Est-ce que vous avez conscience qu'une loi, une mauvaise loi, ça peut foutre la République en l'air?
Ça, j'ai conscience. C'est pour ça que je plaide pour le consensus. Et c'est vite arrivé avec une majorité. Si on reste dans la tension, c'est un peu ce que je dis. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Il y a eu par exemple la loi sur... Il y a plein de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord, mais on est en démocratie, la majorité a fait passer, c'est terminé. La Cour a validé. Et si je prends par exemple la loi sur le renseignement, ça a suscité des critiques, mais les avocats ont dit, bon, on a le devoir de nous protéger par rapport au travail que nous faisons. Cette loi, ça empiète sur nos choses-là, mais pourtant, ça a passé, la Cour a validé. La Cour a validé, et vous savez, c'est la Cour, on va dire, la Cour présidée par le professeur Olo, c'est pas la Cour présidée par le professeur Diogbenou. Maintenant, si c'était la Cour présidée par le professeur Diogbenou, vous comprenez que ça va être encore une autre interprétation qu'on aura à faire. Donc, je dis que... En fait, mon problème, c'est quoi? Je n'enlève en rien les critiques de l'opposition, ce qui se fait aujourd'hui, les inquiétudes, je n'enlève en rien. Mais je dis, si on s'arrête là, on n'aura aucune solution. Les choses vont se radicaliser davantage. Mais quand vous parlez de consensus, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de consensus. Si, ils savent comment l'obtenir. Ils savent. C'est un travail qui se fait. Comment doit-on l'obtenir? Comment peut-on l'obtenir? Ça, c'est les jeux de... Vous avez eu un bref séjour Non, c'est ce que je vous dis, c'est les jeux de couloir. Avant qu'une loi n'arrive sur la table pour que cela soit discuté. C'est d'abord la commission des lois. Est-ce que la majorité est orgueilleuse, égoïste, trop fière, comme on se laisse entendre actuellement? C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on reconnaisse la place de chacun. Pourquoi les militaires parlent, lorsqu'ils sont en situation de guerre, de repli tactique? Si vous êtes en situation de guerre et que vous comprenez que d'avance vous êtes battu, vous trouvez des moyens pour décréter un cessez-le-feu. Sinon, vous serez écrasé inutilement. Je dis, vous trouvez des moyens. Et ces moyens, bon, ça prend diverses formes. Ça peut être des intermédiaires que vous utilisez. On dit, bon, aujourd'hui, c'est le cas de l'opposition. C'est le cas de l'opposition, malheureusement. Ça, c'est-à-dire, il ne faut pas se cacher. Donc, moi, je ne suis pas... Parce que les actes que les autres posent, il faut voir d'abord la légalité. Et malheureusement, nous avons dit, il n'y a que la Cour qui apprécie la conformité, etc. Vous pensez que la majorité actuelle au Parlement est si homogène que ça, que les intérêts vont dans le même sens? Bon, vous ne savez pas l'homogénéité. Le problème qu'on a avec majorité, etc., c'est d'abord la base même. Et tout le monde se réclame de la base. Moi, hier, par exemple, j'étais au village et je souriais. Et si on vous dit que à l'approche de ces élections, où je dis, mais vous ne savez même pas quand est-ce qu'on aura même les élections, rien n'est encore décidé. On ne doit pas finir avec la bataille de Kos-Lepi, la bataille de la liste électorale. Et les gens négocient avec tous les camps. C'est pour ça que c'est prévu dans la Constitution que, et peut-être on va en revenir là-dessus, lorsqu'on parle d'élection générale, il faut faire la part des choses, quoi. Justement, vous venez de dire qu'on ne sait pas quand est-ce que les législatives vont se tenir. Est-ce en principe une question? Non, pour les législatives, ça ne devrait pas être une question. Mais... La loi fondamentale a été claire. C'est une élection... Et si on modifiait la loi fondamentale avant? Vous voyez les actuels dirigeants... En politique, c'est-à-dire, il n'y a pas de logique intangible en politique. Est-ce que vous ne révélez pas un bout de ce que vous connaissiez sans l'affirmer? Non. Je ne suis en contact avec aucune classe politique. Vous ne le reprocherez pas, vous êtes acteur politique, donc... Non, indépendant. Ça, c'est sincère. Vous êtes au centre. Non. Je ne suis même pas au centre. Je dis, là, pour le moment, compte tenu de... Mais est-ce qu'on peut être un acteur politique indépendant dans le contexte actuel? Bien sûr. Indépendant, c'est-à-dire vous êtes en hibernation pour d'autres saisons, bon, vous passez ces élections et puis vous rebondissez après? Non, c'est ce qu'on a l'habitude de faire croire. Parce que lorsque vous êtes indépendant et que vous ne prenez pas une position donnée et que vous prônez la paix,
S'il y a paix, ça profite à qui? Ça profite au régime. On a tendance à vous dire, vous êtes en transition vers le régime. Donc on peut laisser donc ceux que vous avez cités, Albert Teboy, Gray, Nicéphore Soglo, venir vous chercher. Puisqu'il y a la paix pas un autre pacifique et moins pacifiste. Non, c'est ça avec fierté, mais je n'ai pas encore. Vous allez concilier je n'ai pas encore la carrure de ça. Non, attends. Dès que les crises commencent, je demande des audiences pour rencontrer ces personnalités. Moi, ça ne me gêne pas. Non, bien sûr, pour dire, pour donner mon point de vue. Parce que je suis indépendant pour la simple raison que je suis un agent permanent de l'État. Et moi, je suis légaliste. On dit pour préserver la neutralité de la fonction publique, les agents de l'État doivent être neutres dans leur position politique et religieuse. C'est l'article 13 du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Ça, c'est le principe. Tout simplement parce que dans la Constitution, je crois que ça doit être l'article 51 ou 52, dit que le président de la République dispose de l'administration et des forces armées. Il définit et conduit la politique de l'État. Bon, vous comprenez que... Vous n'aviez pas encore lu cette disposition avant d'être ministre, d'avoir été ministre? Non, j'ai lu. Être ministre, c'est une question, ce n'est pas nécessairement politique. Non, pas forcément. Vous n'avez pas, vous avez été député. Il y a eu plein de... Vous avez été député, vous avez battu campagne. C'est pas politique. Non, je vous explique. Il y a plein de ministres. Le docteur Bouni, sous les 10 ans passés, a eu à quand même nommer des centaines de ministres. Et vous voyez combien? Il y en a qui n'ont jamais fait de meeting. Il y en a qui n'ont jamais été à des élections. Honnêtement, personne ne me voyait sur le terrain. Pas de campagne pour X, Y. On vous a vu quand même. Attends, jusqu'en 2014, quand j'ai été nommé ministre. Et on m'a nommé ministre chargé des relations avec les institutions. Et le chef de l'État d'alors a dit, bon, j'aurais souhaité que tu nous accompagnes pour tant. Aller aux élections. Et c'est de cette façon, et ça a été aussi suscité par la base. C'est comme ça que je suis parti. Maintenant, j'ai dit aux gens, si je devais enclencher une carrière totalement politique, c'est que je continuais en mission parlementaire. Observez un peu ceux à qui on attribue le statut totalement d'homme politique, ce sont les députés, pour la plupart, les élus locaux, etc. Là, ils ont vraiment le statut d'homme politique. Mais regardez leur profil. Vous allez voir la plupart des retraités, la plupart des professeurs d'université, il y a des douaniers à la retraite, etc. Vous ne verrez pas souvent des agents permanents de l'État aller siéger, retourner. Donc, c'est que si j'allais, je ne reviens plus. Pour dire que je vais servir l'État, ça va être un peu ambigu. C'est pour ça que pour faire la politique en étant fonctionnaire, qu'est-ce que les gens sont obligés à faire? Ils rentrent dans le syndicat. Et vous allez voir des syndicats lisses, purs et durs, etc. Et c'est pourquoi on était un peu étonnés de voir à l'avènement du régime qu'il y a eu beaucoup de syndicalistes qui ont été promus. Mais depuis qu'ils sont promus... En fait, ils faisaient de la politique souterraine. C'est ça, c'est déguisé, c'est tout. Alors, Gustave Sonneau, dans la diaspora, ça gronde, ça a commencé par à Paris, on annonce aussi une manifestation la semaine prochaine à Washington, en tout cas aux États-Unis, à cause d'une disposition de ce code en étude au Parlement. La diaspora ou les Béninois de la diaspora devaient être exclus, n'est-ce pas, des prochaines législatives, notamment l'élection. Vous voyez, là, c'est une lecture un peu qui n'est pas totalement juste. Vous pensez votre lecture? Pour les élections législatives, parce que la disposition dont on parle, ça concerne les élections législatives. Pour ces élections, la diaspora ne participait pas. Vous voulez dire ne votez pas? Ne votez pas, oui. Ne votez pas. D'accord. Ne votez pas. Mais
depuis 1991, en dehors de quelques cas où les gens étaient des fonctionnaires, ils sont rentrés, vous avez vu combien de membres de la diaspora qui se sont portés candidats et qui sont élus au Parlement et qui sont restés. Non. Mais ils avaient quand même toujours la possibilité. Non, ils avaient la possibilité. Ce qui est en train d'être enlevé actuellement. C'est pourquoi il faut que nous adoptons une politique. Il faut d'abord comprendre les autres qui ont voulu régler un problème. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir régler un problème et en créer d'autres. Quel problème règle-t-on à travers ces dispositions? Bon, je dis, certainement ils n'ont pas pris cette décision comme ça. Non, vous êtes politique, même si vous n'êtes pas actif, vous êtes politique. Quelle lecture en faites-vous? Depuis 1991, on avait déjà inséré ça, pour dire résidence permanente. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les députés ont été élus, mais ont vu le siège validé. Et ça s'est passé parce que le problème, c'est quoi? On aurait souhaité que ce sont des élus. Il faut que les gens soient proches. La diaspora devrait, à mon avis, faire un autre combat. C'est la représentativité au sein du Parlement béninois. Justement, est-ce qu'on a avoir un statut? Est-ce qu'on n'en s'éloigne pas? Est-ce que à l'heure où au Sénégal et ailleurs, ces pays-là ont des députés donc de la diaspora, des représentants députés de la diaspora dans leur Parlement? Non, ce n'est pas que je suis d'accord avec ce qui est proposé. Et d'abord, c'est une proposition. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Je ne suis pas d'accord. Mais d'abord, quand quelqu'un pose un acte, je cherche d'abord à comprendre les raisons pour lesquelles il a posé l'acte, avant de lui opposer mes slogans. Mais si je ne cherche pas à le comprendre d'abord, je ne pourrais pas crier sur lui. Mais est-ce que vous ne cherchez pas possible? En l'état, ce n'est pas bon pour la cohésion qu'on laisse. Est-ce que vous ne cherchez pas trop lorsqu'on sait que c'est pour exclure? On dit que c'est pour exclure, donc certains que vous connaissez. Le problème, c'est quoi? Si directement, c'est-à-dire que c'est un résultat de la situation. Mais si directement vous allez sur ce résultat, l'autre va vous démontrer par A plus B que lui ne voulait exclure personne et que lui voudrait avoir des députés qui travaillent réellement pour et qui représentent le peuple. C'est pourquoi je dis le combat doit être à deux niveaux. Le premier niveau, il faut qu'on fasse en sorte qu'on revienne sur le statu quo et dire qu'il faut résider au moment des élections. Et qu'est-ce qu'il faut même comprendre par cette disposition? Est-ce qu'elle n'est pas, si elle était adoptée en l'état, difficile à appliquer? Est-ce que quelqu'un qui va en week-end à Lomé est susceptible d'aller aux élections législatives? Merci. Puisqu'on parle de résider sans interruption. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous allez sur ces aspects, votre vis-à-vis pourra rapidement vous comprendre et chercher à réviser sa position. Mais si directement vous dites, ah non, c'est pour exclure telle personne, et on cite le nom, etc. Non. Cette disposition appliquée, c'est-à-dire que si ça passait en l'état, ça nous exclut tous. Sauf si tu veux être vraiment candidat, et tu te dis, bon, pendant 12 mois là, tu ne sors plus du pays, c'est terminé. Non, ça n'a pas de sens. Je peux aller à Lomé, je peux aller à ceci. Donc, vous comprenez déjà, mais il faut aller plutôt sur ces aspects pour démontrer, parce qu'il n'y a pas d'acte que l'on pose et qui n'est pas ni d'avantage ni d'inconvénient. Il faut soulever. Ensuite, lorsque je prends, comme je le disais pour la diaspora, la représentativité de la diaspora dont je parle, c'est qu'ils auront un quota et ils vont siéger même c'est-à-dire qu'ils restent dans leur pays d'accueil et il y aura des moments où ils vont passer certainement, on va leur définir un statut particulier. Là, c'est un autre combat. Mais le combat que nous devons faire pour que cette disposition ne passe pas, c'est que ça, c'est trop contraignant et ça exclut, c'est-à-dire que ça arrive d'exclure vraiment tout le monde. Quelqu'un qui va officiellement à l'élection, quelqu'un qui est malade et certainement n'a pas totalement confiance au plateau technique qui est ici et va se soigner en Côte d'Ivoire ou à Lomé, etc. Quelle est la situation? En fait, c'est un non-sens carrément. Bien sûr. Mais il faut développer ces arguments
au vis-à-vis. Et comme ce n'est pas quelque chose qui est déjà passé, vous comprenez que le débat au Parlement sera riche. Est-ce que ceux qui parlent d'exclusion, ils ont tort? Non, ils ont raison. On sait qu'en politique, il n'y a pas d'action gratuite non plus. Je l'ai dit. Ils ont raison. J'ai dit toutes les inquiétudes de ce qu'on soulève aujourd'hui, c'est fondé. Et j'avais voulu aborder la question des élections générales. C'est-à-dire que lorsque nous avons opté pour un régime présidentiel, ça veut dire que le président est déjà trop fort. Quels que soient les schémas qu'on aura fait, il faudrait qu'on isole l'élection du président de la République, l'élection des autres représentants du peuple. Les autres représentants du peuple, c'est régional. Là, on peut en faire une élection générale pour avoir une certaine homogénéité. Les législatives, les communales. Les communales. Là, on aura une certaine homogénéité régionale pour éviter les histoires de perception. Mais pour l'élection du président, il faut le décalage. Le décalage permet au peuple de sanctionner. Mais malheureusement, on peut sanctionner et les élus vont dire, bon, comme... On migre. Non, comme c'est ce que vous avez souhaité, nous allons migrer pour aller... Pour démentir votre élection. Oui, non, mais ce n'est pas la faute. Non, je n'aime pas te démentir. Ce n'est pas la faute de... Par exemple, ce que le PRD a dit publiquement pour dire, bon, moi, je suis fatigué, quel que soit le régime, je le supporte. Il n'a dit que tout ce que tout le monde a l'habitude de faire. Mais est-ce une valeur à promouvoir en politique? Malheureusement, notre niveau de compréhension des thèses de développement aujourd'hui oblige les hommes politiques. Mais les hommes politiques, ce n'est pas eux, n'est-ce pas eux qui devraient être la pédagogie, qui devraient montrer le chemin, qui devraient élever le niveau. Hier, par exemple, moi, je suis allé au village. Et mon grand frère me dit, bon, écoute, les gens viennent ici, ils me demandent si tu vas vraiment aux élections. Je dis, mais quel est ton problème dans cette affaire? Il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à s'adresser à moi. Ou bien tu leur dis que je ne vais pas aux élections. On dit que c'est un scrutin de liste. Et vous demandez si je vais à une élection. Pour moi, c'est qu'en son temps, les gens vont faire la liste et chercher à faire une évaluation pour dire, bon, qui sont les candidats que nous pouvons positionner dans notre parti de manière à ce que la liste soit crédible. Mais ce n'est pas ce raisonnement qui se mène. Et quelqu'un dit non, qu'il faut lui dire. Et bon, même s'il refuse l'opposition, il n'a qu'à s'inscrire sur une liste de la mouvement. Donc vous voyez, au niveau de la base, le raisonnement est totalement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais élu et que je migre, vous allez dire que bon, il a migré, il a fait ceci. Non, mais est-ce que vous ne faites pas une autre lecture? Est-ce que ceux-là qui demandent ces gens de renseignements, ce n'est pas ceux qui, selon les saisons, font les affaires politiques avec vous pendant ces campagnes? Oui, c'est pourquoi les hommes politiques souffrent au Bénin. Ils souffrent, c'est pour ça que moi j'ai dit, j'attends la retraite avant de me lancer activement. Sinon... Et puis apparemment, votre idéologie de politicien indépendant ne passe pas encore à la base. Non, ça ne passe pas. On vous attribue systématiquement un camp ou... Ah oui, ça ne passe pas. Est-ce que vous êtes si indépendant que ça? Lorsque, en mettant le pouvoir, Patrice Talon va vous dire que vous seriez nécessaire sur une liste pour rafler des voix dans la 24e. Malheureusement, pour un fonctionnaire, si le pouvoir te fait appel, et en fonction de ton électorat, tu peux dire oui ou non. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. À Boni-Yaye, vous avez dit oui. Et à Patrice Talon, vous diriez quoi? Jusqu'en janvier 2015, je ne savais pas si je devais être candidat. Ce n'était pas moi qui étais pressenti depuis. Vous étiez ministre. Vous étiez ministre. Bien sûr, c'était très sûr. Vous étiez candidat favori, en tout cas dans l'opinion. Non, justement. Mais depuis 2013, il y avait d'autres frères qui étaient en vue et ils se préparaient. Et ça a créé même des problèmes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Patrice Talon vous sollicite. Qu'est-ce que vous dites? Ça va être sous quelle force pour aller sur une liste, pour accompagner. Je vous ai déjà dit que, étant fonctionnaire, je suis à la disposition du président de la République. En principe, de l'intérêt général, non? Oui, de l'intérêt général. Vous êtes à la disposition du pays plutôt. L'intérêt général, c'est pour le moment, c'est lui qui définit la politique et conduit et va le faire jusqu'au soir du 5 avril
2021. Gustave Sonon, vous serez alors candidat? Non. Sous la bannière de Patrice Talon, si éventuellement il vous appelait? Vous voyez, c'est une question, c'est-à-dire que l'homme est situationnel. Je ne pourrais pas vous répondre ici oui ou non, parce que ce n'est pas l'objet de... Mais c'est une éventualité. Pour le moment, il n'y a aucune... il n'a pas ce schéma, c'est pas envisageable. Mais puis vous dites que c'est le chef de l'État qui définit... Mais là, ça c'est politique, hein, parce qu'aujourd'hui, ma vision aujourd'hui, c'est que si je dois encore rentrer dans la politique, je rentre dedans, je ne sors plus. Je ne reviens plus pour dire que je suis fonctionnaire. Mais là, vous êtes... Ah oui. Donc, là, il reste encore pour aller à la retraite. Il me reste encore un peu moins de 10 ans. Bon, voilà. Donc c'est beaucoup. Non, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me sollicite aujourd'hui, je dois analyser mes chances de réussite, etc. Avant de décider. Donc, c'est pourquoi je peux vous dire qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans la situation politique actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le combat du consensus et plaider pour que vraiment la paix revienne. Et ça, là, je le réclame depuis 2016. Alors, Gustave Sonon, Vigile Avancé, parlait déjà donc un peu de quelques traits apparents dans le nouveau code électoral en étude. Je voudrais donc qu'on puisse rester collé à ce point de la question. Le quitus fiscal, l'article 249, oui, pour être candidat. Bon. Votre avis? Mon avis là aussi, c'est quoi? J'ai d'abord cherché à comprendre pourquoi ils ont introduit. Dans l'ancien code, c'était dit que il faut apporter la preuve que vous êtes un bon citoyen, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une disposition générale qui était connue. Bon, maintenant, les gens apportaient la preuve sous quelle forme? Ça, je ne savais pas. Et ce que je sais, surtout pour les candidats aux élections présidentielles, on leur exigeait le quitus fiscal. Bon, maintenant, si c'est mis expressement maintenant, c'est quoi? Mais le quitus fiscal concerne... On est en politique encore une fois. Oui, c'est certainement pas gratuit. On est d'accord là-dessus. Oui, certainement pas gratuit. Mais maintenant, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Comme on est en politique, certainement ce n'est pas gratuit. Le combat qui est à faire, ce n'est pas de dire non, supprimer, etc. Pourquoi personne n'a dit de supprimer, par exemple, les casiers judiciaires? Lorsqu'on dit qu'il faut que vous êtes de bonne moralité, que vous ne soyez pas condamné, donc il faut aller prendre le casier judiciaire. C'est ça seul qui donne la preuve. Ce qui est inquiétant actuellement, c'est quoi? C'est que, un peu avant, le directeur général des impôts a pris une note pour dire, désormais, soit c'est moi ou mon adjoint, pour certaines catégories. Et c'est là où c'était un peu inquiétant. Mais là encore, ça ne devrait même pas être inquiétant. Pour la simple raison que, même s'il ne le disait pas, et que c'est un collaborateur délivré à son insu, il pouvait toutefois dire non, que ça n'était pas. Là, il faut aussi que nous menions le combat dans le consensus, de sorte que pour préserver la paix, qu'on ne puisse pas chercher à exclure abusivement un citoyen donné. Vous voyez dans le viseur qui, par exemple... C'est tout le monde. C'est tout le monde, malheureusement. On a non, tendance... c'est tout le monde. Non, malheureusement, c'est-à-dire que c'est pourquoi nous déplaçons le débat. Les gros cylindriques, on va dire le président du patronat. Je suis d'accord. Mais vous pensez que si alors le pouvoir ne veut pas que Sonon Gustave est influencer lui? Mais vous ne faites aucune affaire. Non, quel quitus fiscal vous allez... Vous êtes agent permanent de l'État. Justement, le quitus fiscal, c'est lié à la personne physique. Oui, mais enfin, à moins que je ne sache pas tout de vous, mais c'est rien. Vous n'avez pas d'activité, vous ne demandez pas de cacahuètes, non? Non, malheureusement, non. Ça veut dire que le quitus fiscal, c'est quoi? Ben, vous qui êtes là, on va vous demander. Oui, mais mon quitus est connu d'avance, puisque moi je ne fais rien. Tu ne fais rien. Je n'ai pas d'activité. Mon quitus est connu d'avance. Non, c'est pas quoi. Et tu as une maison? On ne sait pas. Non, on va faire les trucs là. Si tu as une maison, est-ce que tu paies les impôts? Voilà, vous revenez à ma solution. Oui. Si tu as une maison, tu paies les impôts. Et si tu n'as pas de maison? Si tu n'as pas de maison, il n'y a pas de problème. Voilà, je n'ai pas l'information si tu n'as pas de maison. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, c'est vous dire que nous sommes tous dedans. Si on ne veut pas, on ne veut pas de toi quelque part, ce n'est même pas le chef de l'État qui va soulever.
Ce que vous ne savez pas, le combat dans la classe politique, c'est quoi? Vous recevez des coups de votre propre camp et de l'extérieur. Et ce qui vient de votre propre camp, c'est-à-dire que ça, là, c'est ça qui est plus nuisible pour vous. Si jamais ça passe en l'état, c'est quoi? C'est dans votre propre camp que, si on sait qu'entre Vigile et moi, je sais que nous sommes 3 ici, mais c'est une personne qu'on va prendre. Mais c'est moi qui vais soulever pour dire non, il a telle maison. Non, et il avait réalisé un travail et il devrait payer, les impôts, il n'a pas payé. Et puis c'est fini. Votre solution, c'est quoi? Ma solution, c'est qu'on trouve un consensus. Consensus, encore une fois, non, mais consensus, c'est un mot sans forme au Bénin. Qu'on supprime cette portion. Qu'on retourne à la formule initiale. La formule initiale, maintenant la formule initiale, c'est un peu ce que je vous dis aussi. Si dans la formule, si l'objectif c'est d'exclure des gens, même dans la formule initiale, on trouvera les moyens pour exclure. Alors, qui apprécie le caractère de bon citoyen d'un candidat? Bon citoyen, d'abord, bon citoyen, vous donnez le casier judiciaire et ça on prend ça au tribunal et puis l'impôt. On peut ne pas être condamné et être un mauvais citoyen. Non, la preuve, malheureusement, c'est ça. Hein. Si tu es un mauvais citoyen et que tu échappes à la justice, ça, c'est un autre problème. Là, ça veut dire que tu échappes à la justice. Et dans ce cas, c'est quoi? La seule preuve qui montre que... C'est ça qu'on a comme problème. Vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez être un mauvais citoyen. Et ça veut dire que vous m'excusez le terme, vous pouvez être un délinquant. Et votre casier judiciaire sera vierge. Mais malheureusement, pour prouver que vous êtes un bon citoyen, on dit qu'il faut amener casier judiciaire. Donc, c'est pour dire que aucune situation n'est solution à 100%. Meilleure. C'est pourquoi il faut en tenir compte. Les 10% des suffrages au plan national à obtenir obligatoirement avant de se voir attribuer donc des sièges au Parlement, même dans sa circonscription électorale. Bon, vous voyez, là aussi, c'est un danger. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun acte que l'on pose sans avantages et inconvénients. L'objectif qu'on recherche, c'est que les avantages dépassent les inconvénients. Dans l'objectif, ce qui est visé là, c'est consolider les partis. Les grands partis. Oui, les grands partis. Moi, j'ai dit, si c'est consolider les grands partis, laissons ça à la charte des partis pour régler cette question. Parce que cette situation risque d'amener plus de troubles que la situation antérieure. Tout simplement parce que dans une zone donnée, c'est-à-dire dans une circonscription électorale donnée, on risque de ne pas faire la volonté du peuple. Je m'explique. Moi, par exemple, je suis connu dans la 24e, 23e. Point, c'est fini. Même à Cotonou, ici ou à Choula, on ne me connaît pas. Et je réussis à m'insérer sur une liste. Avant, là, on a dit, on dit souvent, c'est pourquoi je suis contre ça, alliance. Alliance, vous pouvez former ça à la veille des élections. Je réussis. Et il y a des gens qui réussissent à être élus seuls. Et j'obtiens par exemple 80% des sièges de ma circonscription. Tout simplement parce que mes électeurs ont dit, si c'est avec lui, nous sommes d'accord. Le destin, pour donner un exemple, de Roudé par exemple, avant l'AND. Oui, j'en viens là, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, pour régler cette question par exemple, ce n'est pas, si on laisse ça à la charte des partis politiques, ça va se régler. Parce qu'en 1991, il y a 11 listes représentées à l'Assemblée nationale. 95 c'est 17, 99 c'est 16, 2003 c'est 12, 2007 c'est 12, 2011 c'est 8, c'est tombé à 8, et 2015 c'est 11 listes. Avec 6 individualités, vous avez cité l'honorable, ils se font toujours élire, ils sont 6. Actuellement, bon, je ne veux pas citer tous les noms. On peut bien citer d'autres. Actuellement, ils sont 3 là encore qui réussissent toujours à tout faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette zone, vous allez les éliminer tout simplement parce que les listes n'auraient pas obtenu le quota national. Conséquence, vous privez les électeurs de cette zone de leur choix. Et on va se retrouver dans des situations où, dans une zone donnée, les gens ont vomi peut-être des citoyens, des candidats, mais qui vont passer
librement. Donc c'est pour ça que moi je dis, il faut faire comprendre à Chola, parce que lorsqu'on dit on a 200 partis, on n'a pas 200. Vous avez vu depuis 1991, et vous rentrez dans les communes, vous avez au plus 2 à 3 listes qui sont majoritaires. Dans chaque commune, pratiquement, vous avez 2 ou 3. Donc ça veut dire que le besoin de regroupement existe. Ce qu'il faut faire simplement, c'est quoi? C'est de supprimer l'alliance pour aller aux élections et de maintenir un groupe de partis politiques. C'est-à-dire qu'à l'approche des élections, les partis politiques peuvent se regrouper. Mais est-ce que l'alliance n'est pas le regroupement? Non. L'alliance. C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'alliance des partis politiques, c'est composé de partis politiques, de mouvements politiques et de personnalités. Alors que le groupe de partis politiques, c'est composé uniquement que de partis politiques. Et qui peut se désagréger aussi après les élections. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est que le parti politique est structuré. Alors que l'alliance n'est pas nécessairement structurée. Et on n'exige pas une existence légale de l'alliance. C'est-à-dire qu'on dit que l'alliance tire son existence de l'existence des partis politiques et alliances politiques qui composent. Vous voyez un peu, au fait, c'est la nuance, ça. C'est plus facile de contrôler les partis politiques qui vont se regrouper. Si on le faisait, on a eu par exemple l'alliance RPRB. Ils ont composé cette alliance pour aller aux élections. Mais lorsqu'on prend par exemple, il y avait eu l'alliance UN. Donc, pour moi, on maintient un groupe de partis politiques et on commence par appliquer la loi à ces partis politiques. C'est-à-dire que le défaut de participation à 2 élections successives vous fait perdre votre statut. Vous devez avoir un compte et vous devez élaborer chaque année un bilan moral et financier. Le défaut de ces choses-là, on enlève votre nom des partis politiques. Et là, ça va obliger les indépendants comme moi à rentrer dans les rangs, à rentrer dans les partis politiques. Si tu veux faire la politique, tu rentres dedans. Si la question du nomadisme politique continue. Va toujours continuer. Non, je dis, on va régler si vous décidez de tout régler, vous allez créer plus de problèmes. La nomadisme, comme je vous l'ai dit, parfois c'est la base. Regardez le mouvement qu'on a eu en 2016, où presque toute la classe politique se rangeait d'un côté pendant que le peuple a dit non, niet. Et subitement, le peuple dit, bon, les autres aussi. Parce que tout ça là, c'est lié au niveau de militantisme. Vous avez à peine 20% de la population qui sont activement politiques. Moi, dans mon village, depuis que les élections ont commencé, vous avez à peine 5 personnes qui contrôlent le village. Vous évoquez tellement de villages que beaucoup seraient intéressés de savoir c'est où votre village. Non, c'est connu, non, c'est Zakota, c'est un petit village qui est au bord, c'est un petit village qui est au bord de la voie, c'est tellement populaire. Vous êtes attaché à vos racines. C'est dans Tota. Ça se comprend aussi. Quand je suis rentré dans la fonction publique 2 ans après, j'étais contraint de descendre du nord pour le sud, et puis c'est Abomey. Et on me dit, tu es jeune fonctionnaire, compte tenu des susceptibilités, est-ce que tu pourras tenir à Abomey? J'ai dit oui, et j'ai fait 5 ans. Bon, ça fait que... Vous êtes enraciné là-bas? Je suis enraciné, mais j'ai reçu vraiment des coups politiques, et ça fait que je suis dégoûté de la politique, où j'ai dit, bon, pour faire la politique, vraiment, bon, j'attends calmement, parce que, vraiment, je veux bien mener correctement ma carrière et finir, que de se lancer dans ce... Alors, Gustave Depossonneau, nous restons toujours collés à ce nouveau code électoral en étude. On parle de plus en plus d'une discrimination positive avec une entrée en nombre suffisant des femmes au Parlement. Bon, lorsqu'on dit discrimination et on ajoute positive, ça me paraît. La discrimination, elle est... elle est négative. Elle est négative. C'est le concept qui est employé. Non, puisque... Les femmes ont été toujours lésées, a-t-on dit.
Non, mais malheureusement, on ne peut pas corriger ça sans réviser la Constitution. Puisqu'il y a déjà une jurisprudence de la Cour qui a estimé que, conformément aux dispositions, bon, les gens partent aux élections et c'est une liste. Et vous connaissez notre sociologie. C'est parce que nous n'avons pas conçu nos modèles sur la base de ce que nous vivons. Mais vous oubliez aussi qu'il y a la réalité de jurisprudence. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement... Non, mais je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre que on fixe un quota, mais j'aurais souhaité simplement que les choses se règlent pas au mérite et non pas à cela. Sinon, la conséquence c'est quoi? On serait contraint d'envoyer des femmes qui n'auraient pas souhaité. Les femmes qui se battent arrivent à se positionner. Pour le moment, c'est un homme insuffisant. Je dis, si nous en trouvons de moins en moins, c'est lié. Déjà, nous, hommes, on a déjà peur. Moi qui suis j'ai peur. Et vous avez peur de quoi? Le combat politique. Je dis, quand vous rentrez dans le jeu, vous recevez et des coups de l'intérieur comme de l'extérieur. De l'intérieur, vous vivez avec les gens, mais vous ne savez pas qu'on prépare des coups contre vous. Donc, je ne vous vois pas laisser votre femme, par exemple, rentrer dans le jeu politique. Non. Bon, chez moi, la démocratie fonctionne. Hein. L'essentiel, c'est qu'on discute et que si tu t'engages et que je sois informé, c'est tout. La sociologie de chez nous, l'homme, le patron de la famille, le maître du foyer. Je ne veux pas prendre un exemple pour généraliser. C'est ce que je vous dis. Si on tient compte de ça... Puisque les femmes qui sont dans ce combat estiment que l'obstacle majeur, ce sont les hommes qui ne veulent pas laisser les femmes émerger en politique. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que si tu acceptes de te marier, il faut accepter aussi les règles et autres là. Je dis déjà pour les hommes, ce n'est pas facile. La femme, bon, vous savez que nous avons l'habitude de laisser le contrôle, la gestion de la maison à nos épouses. Maintenant, si l'épouse aussi va encore laisser et aller faire la politique, vous comprenez ce que ça va donner. À moins d'accepter rompre le lien de mariage et faire l'option de la politique. Ouais, non, et souvent ça arrive. Et bon, maintenant, à quoi bon de dire qu'il faut casser nos différents foyers au prix de cette politique? C'est pourquoi je reste... Vous pensez que c'est une conséquence probable de... Mais bien sûr, c'est pourquoi je dis que on peut bien vouloir régler un problème et en créer d'autres. Mais le Rwanda, le Sénégal sont des pays, cités un exemple, mais n'oubliez pas qui, par le truchement des lois, ont favorisé l'entrée des femmes au Parlement. Malheureusement, vous savez, lorsque on cherche à faire des comparaisons, c'est pour ça que moi je n'aime pas faire tellement... Mais ça, vous n'allez pas dire qu'on a éliminé les hommes au Rwanda, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais tu as déjà donné la réponse. Tu as déjà donné la réponse. C'est pourquoi tu as déjà donné la réponse. Je voulais simplement dire que c'est pour ça que je n'aime pas faire des comparaisons, parce que avant de comparer, il faut qu'on se retrouve dans la même situation. Il faut qu'on se retrouve dans la même situation. Ouais, au Sénégal, c'est un pays musulman. Mais chez nous, nous sommes un pays chaud là. Je dis, je ne suis pas... Mais qui plus est, quand c'est un pays musulman, c'est encore plus difficile, justement. Non, c'est pas si difficile. Si. Non, la femme se couvre complètement, je ne vous l'apprends pas. Non, bon, pays musulman, il y a... La musulmane est musulman. Ah oui. je voudrais dire que chez eux, la polygamie est légale. Bon, et s'il y a des femmes... Bon, vous voyez, c'est pour ça que si moi, par exemple, en étant fonctionnaire, je dis j'attends la retraite pour être plus actif politiquement. La femme aussi, ça risque d'être pareil. C'est pourquoi, c'est une situation où je préfère la promotion au mérite que la promotion par les tests. Sinon, on risque d'obtenir un résultat encore qui ne serait pas totalement. Et pour faire des essais, j'aurais souhaité que on puisse imposer. Parce que il faut avouer, ce ne sont pas les femmes qui manquent. Ce ne sont pas les femmes militantes qui manquent. On impose aux partis politiques d'avoir un certain quota et bien positionné sur les listes. Alors, le nouveau code électoral veut également régler le problème de coûts élevés des élections.
Je prends par exemple l'élection présidentielle de 1996 qui a coûté 3 milliards 200 millions de francs CFA. Et en 2016, la dernière élection présidentielle a coûté 14 milliards 816 millions 759 373 francs CFA. De 3 milliards, on est passé à 14 milliards. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai dit tout à l'heure que les défis sont temporels? Il n'y avait pas les mêmes défis en 1996. Ce ne sont pas les mêmes défis en 2000. Les charges ont augmenté en temps. Non seulement les charges ont augmenté, vous êtes en train de comparer deux choses incomparables. En 2016... C'est dans le rapport de la Sénat. Non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. En 1996, nous avons fait quoi? La ligne manuelle. On a attendu, on a installé la Sénat 90 jours avant. Et c'est seulement ce coût qu'on a supporté. Et puis l'organisation des élections. En 2016, n'oubliez pas qu'on a mis en place un COS-LEPI depuis 2011 et qui fonctionnait. Ensuite, on a mis maintenant la Sénat qui est une institution permanente et couplé avec... il faut sortir d'abord le coût de la confession de la liste avant de décrire. Ensuite, il faut appliquer le taux d'actualisation à la valeur de 96 pour voir si j'ai déposé 3 milliards dans une banque en 1996, combien j'aurai en 2016. Et c'est sur cette base-là maintenant qu'on va commencer par comparer. Et vous allez vous rendre compte que, en réalité, ce n'est pas que les élections coûtent cher. Je ne refuse pas que le coût est élevé, mais il faut tenir compte de ces paramètres pour dire sur quoi nous allons agir. Déjà, on a dit on supprime COS-LEPI. C'est déjà important parce que moi-même, dans mon rapport au ministère chargé des relations avec les institutions, j'avais eu à déjà soulever que COS-LEPI coûtait cher. Et j'ai fait une petite évaluation et je crois qu'ils ont enlevé certaines charges. Sinon, en moyenne, par an, qu'on ait élection ou pas, ça devrait coûter environ 3 milliards en moyenne. Bon, j'étais étonné quand j'ai entendu le budget prévisionnel que le COS-LEPI a élaboré qui tournait autour de 1 milliard poussière. Sinon, l'évaluation que moi j'avais eu à faire en son temps. Donc, vous comprenez quand... De toute façon, il n'y a pas de liste à éditer. Ça reviendra à la Sénat, donc ça diminue les charges. Donc, non, c'était le fonctionnement même du COS que j'avais pris. J'ai pris un certain nombre de rubriques qu'on devait répéter tous les ans et j'ai appliqué, j'ai tourné autour de 3 milliards. De 3 milliards. Donc, c'est pour dire que ces chiffres, non. En termes de comparaison, je ne saurais vous dire. Je ne peux pas me baser sur ça pour dire que les élections coûtent cher. Mais par contre, les élections, le coût des La question était oui, voilà, non, naturellement. Assorti de recommandations de la Sénat. J'ai dit, naturellement, le coût des élections s'est élevé, il faut casser. Il faut casser. Et l'une des raisons pour casser, c'est déjà la suppression du COS-LEPI, etc. Parce que le COS-LEPI vient faire une supervision de la liste. Et la Sénat étant permanente, elle peut superviser. Ce que ça pose comme politique, on dit, comme problème politique, c'est on estime que les hommes politiques, parce que la Sénat, ce ne sont pas les hommes politiques, ils sont désignés par les hommes politiques, bien sûr. Mais, c'est-à-dire, de la confession de la liste, on a écarté les hommes politiques. Mais les hommes politiques sont des candidats. Vous ne pouvez pas être candidat et en même temps être encore à vie. Donc, autant les sortir pour que le travail se fasse de façon sereine. Gustave Depossono, politique indépendant, vous l'avez revendiqué. Si un jour il vous plaît d'obliger la magistrature suprême, il faut prévoir 50 millions et 100 millions de francs CFA comme caution. Le projet dit. Le projet. Sur ça, vous voyez, moi, ça c'est mon avis personnel. Vouloir régler les questions par de l'argent, c'est créer davantage de problèmes. La menu fretin, on va les éviter. C'est même pas ça. L'éviction des aventuriers.
Non, vous voyez les aventuriers. C'est l'argument développé par les porteurs du projet. Non, les aventuriers ont d'autres objectifs. C'est-à-dire que, les gens ont tenu beaucoup plus sur la situation du chaos de 2011, où une candidature unique pouvait favoriser des chaos. Et de ce fait, parce que le vote est identitaire. C'est-à-dire que si dans une zone, parce que le président de la République, c'est le seul élu national. Ça veut dire que de Cotonou à Malanville, en passant par Tchoumi, Sakété, partout. Et Zakota. Zakota, merci beaucoup. Les citoyens votent pour celui-là. C'est le seul où, c'est-à-dire que c'est l'élu national. Conséquence, il faut quand même qu'on développe des arguments pour le connaître. C'est ce qui fait que dans chaque zone, quand un candidat émerge, il casse vraiment des fois. Il prend parce que la population ne connaît que celui-là. Donc, on veut régler ce problème. Mais on crée d'autres. Ce qu'on crée, c'est quoi? C'est qu'on va éliminer. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes volontés, intelligents, et qui peuvent vraiment prendre aussi le pays et redresser. Qui n'ont pas les moyens. Moi, par exemple, fonctionnaire, quel salaire tu vas économiser pour dire? Parce que tout au moins là, il faut il faut au moins avoir les ressources pour déposer la candidature. Cependant, ceux qui ont proposé ça, ce n'est pas S-Milo. C'est-à-dire, ils veulent régler cette situation où on a des menus feuilletins, d'accord. Mais dans le même temps, le souhait, c'est quoi? Vous voyez, aux États-Unis et autres là, ce sont les militants qui cotisent. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Moi, ce que j'aurais proposé à la place de ça, c'est peut-être l'expérience du Sénégal. Avoir recours à des signatures des élus locaux. Pourquoi pas? On peut éventuellement chercher à avoir une légitimité que de chercher à régler cette question par cela. Donc là, on est sûr que, par exemple, si on dit, pour être candidat, il faut avoir au moins 10% des signatures des élus locaux, de façon, ça veut dire on réduit le nombre de candidatures à un maximum de 10, au cas où tout le monde aura au moins 10%. En tout cas, le débat sur le code électoral ne fait que commencer. Merci à vous, Gustave Sonneau, d'avoir été notre invité ce jour. Merci à chacun, merci à tous. C'est la fin donc de cette émission. Toutes nos excuses aux amis auditeurs qui n'ont pas pu avoir accès à la ligne. Ce n'est que reporter. Merci à chacun. Merci à tous. Mohamed Liamidi et Georges Ponou ont assuré la technique. Rendez-vous dimanche prochain.